This is the good post, toutes les semaines. Alors écoute, c'est très bien. En plus, c'est très intelligent, tout ce qu'il raconte. Bon, j'arrête de chanter hein, si vous vous abonnez, c'est toujours le même truc. Et puis c'est la musique du film aussi, hein. Je me prends pas pour une idole de J-pop, bande de pipelettes inconséquentes. Oui, parce que tout le monde dit que je raconte ma vie et que ça va un peu trop. Nous y voilà. The Good Post est revenu, vous vous sentez bien? Vous êtes tranquille, la semaine a été un peu costaud, travail, école, famille, patrie, enfin, la totale manifestation, violence faite au noir, enfin, on est dans la totale, on prend toute la réalité en pleine gueule, et là, d'un seul coup, le temps s'arrête, on a le temps de respirer un petit peu. Et on se pose tranquillement sur The Good Post, et on se dit, mais un mec qui parle trop, qui parle vraiment beaucoup trop, mais pas encore assez parce que j'ai besoin de l'écouter cette semaine. Il est de nouveau là avec vous et ça va être cool et chaud. J'en connais un qui sera jouasse, mon enfoiré. Cool et chaud parce que aujourd'hui on va aborder un réalisateur que j'aime énormément et son premier long métrage, Perfect Blue, de notre très cher Satoshi Kon, extraordinaire réalisateur sur lequel j'ai déjà fait des vidéos que je vous conseille d'aller voir éventuellement. J'ai déjà fait notamment un podcast sur Millennium Actress et une vidéo sur Paprika, vidéo que je vais refaire complètement parce que j'ai envie de parler de beaucoup plus de choses sur ce film. Voilà, faut bien commencer quelque part, comme on dit. Vous vous moquez, mais à un moment donné, on progresse, on avance, on essaie de faire des choses et puis sur le chemin, on laisse les œuvres, les objets, les trucs qu'on a fait, surtout dans mon cas, pour que vous puissiez les voir. Parce qu'au final, on n'arrive pas à la perfection du jour au lendemain, on y va petit à petit. Et cette perfection, vous êtes en train de l'écouter maintenant. On est arrivé à maturité, tout est parfait, le temps, le soleil est là, la lumière, la musique, le montage, le découpage, les acteurs sont très très bons, le scénario est d'une puissance, la tension narrative est au maximum. Et on a envie d'écouter The Good Post tranquillement, comme chaque semaine avec un mec qui parle trop. Alors merci à vous d'être là. Et cette semaine, un film particulièrement bon, thriller psychologique, film d'animation évidemment, mais thriller psychologique à tendance Hitchcockienne très très forte, œuvre fondatrice de l'œuvre de Satoshi Kon. Perfect Blue est un film qui a vraiment marqué l'histoire de l'animation puisque lorsqu'il sort en 99 en Europe mais en 97 au Japon, il marque aussi l'arrivée d'un type de long métrage adulte particulièrement abouti et élaboré, rivalisant très très facilement avec des thrillers live, donc avec de vrais acteurs. Perfect Blue c'est tout ça et c'est un petit peu le pendant, le film qui va à un moment donné va permettre à l'Europe aussi d'aller tout doucement vers un film d'animation beaucoup plus adulte, beaucoup plus assumé. Et la référence à Hitchcock va faire beaucoup de bien au film, notamment dans sa communication. En fait, le film n'est pas si Hitchcockien que ça. C'est simplement un film qui traite parfaitement bien de la paranoïa. Mais sujet qui plaît énormément, notamment à Satoshi Kon dans plusieurs séries, notamment dans Paranoia Agent. Série formidable. Oui, je sais, c'était un subtil. Hein. Quand il voulait parler d'un sujet, il trouvait toujours quelque chose de très très fin pour y aller. Dans Perfect Blue, paraît-il que c'est le titre du roman. Mais Paranoia Agent était un peu plus évident. Série sur laquelle je ferai aussi un podcast à l'occasion, évidemment, parce qu'évidemment, je ne suis pas du tout monomaniaque et les réalisateurs que j'apprécie, je vous en parle pas sans arrêt. Vrai? Faux. Perfect Blue, donc. Film d'animation complètement dingue. Sorti en 1999 en France, le 8 septembre, qui avait eu la chance d'avoir une sortie DVD. Oui, il n'était pas sorti au cinéma. Il n'était malheureusement pas sorti au cinéma, mais il avait une sortie DVD, puis avait eu, grâce notamment au prix qu'il avait eu au festival Fantasia au Canada, mais aussi, si je dis pas de bêtises, il avait aussi eu un prix au festival d'Annecy, je ne suis plus certain, le festival d'Annecy, qui est un festival international de films d'animation qui est juste incroyable. Et donc, il avait eu cette petite renommée qui fait qu'il avait eu une ressortie au cinéma assez tardive, je crois que c'était en 2000, si je ne dis pas de bêtises, en 2000, puisque à l'époque j'habitais à l'île de la Réunion, et oui, ma vie est passionnante, et le film avait été diffusé dans la seule salle de mon coin, la salle du Tampon, et oui. Non, la salle de Saint-Pierre, excusez-moi, de Saint-Pierre, juste à côté du Tampon, la ville où j'habitais. Et donc, j'avais pu le voir au cinéma, ce qui était juste incroyable, un film de cette qualité-là. De toute façon, toute la filmographie de Satoshi Kon est à voir au cinéma, et je vais expliquer ça après, plus en détail. Tout ça pour dire... Oui, ma vie est passionnante. Hein. Vous vouliez tous savoir que j'avais vécu à La Réunion 3 ans, de 98 à 2001, pour passer notamment mon bac, parce qu'effectivement, j'avais besoin d'avoir un bac cocotier. Et oui, à l'époque, le bac était différent.
Non, je déconne, l'année où je l'ai passé, pile l'année où je l'ai passé, ils ont harmonisé. C'est-à-dire que jusque-là, oui, une petite phase histoire extrêmement intéressante, puisque j'adore étaler ma science. Vous savez, la science, l'intelligence, c'est comme le beurre, hein. Moins on en a, plus on l'étale sur la tartine. Tout ça pour dire, à l'époque, donc le bac, quand on le passait à la Réunion, on avait un bac particulier, parce qu'on le faisait en journée, et qu'il y avait 3 heures de décalage. Et donc, il voulait éviter qu'il y ait de la triche et autre chose, autre joyeuseté de ce genre-là. Donc, il y avait 2 bacs. Un pour la métropole et un pour la Réunion. Et en fait, en 2001, ça a été harmonisé, et donc ils ont préféré décaler simplement les horaires, et donc on a eu tous le bac, on finissait donc, on commençait donc à, au lieu de commencer à 8h comme tout le monde, on commençait à 11h, on avait un break comme tout le monde, donc avec 3 heures de décalage, donc à 15h, de 15h à 16h, si je dis pas de bêtises, et on reprenait de 16h jusqu'à 21h, enfin un truc comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu le même bac que tout le monde, qu'on s'est rendu compte que les étudiants de la Réunion n'étaient pas moins intelligents, plus ou moins, ou quoi que ce soit, et que c'était un petit peu limite de discriminer comme ça, mais en même temps ça a été un petit peu plus chiant pour tout le monde, pour les parents, à l'organisation du bac. Mais bon, vu que le bac est allé sur une semaine et demie, c'était pas la fin du monde. Mais tout ça pour dire, c'est comme ça que j'ai passé mon bac, et oui c'était passionnant, et c'était la phase d'histoire, avec un mec qui parle trop. Perfect Blue, j'avais eu donc la chance de le voir au cinéma. Et là maintenant, il faut que je vous parle de ce petit con. Oui, je sais, ça se dit con, Satoshi Kon, mais là, les vannes sont trop faciles, vous allez en avoir un paquet sur ce mec. Je suis désolé, je l'adore, hein, mais c'est trop... La perche était trop tentante, je pouvais pas... Elle me brûlait les doigts, j'avais envie de l'attraper, vous comprenez? Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Donc ce petit con se fait connaître en 97, donc avec Perfect Blue, son premier long métrage d'animation, mais avant ça, il avait un très beau CV, puisqu'il a commencé à travailler avec, notamment, dans le département de dessination. Oh là là, ça va plus du tout. De dessination, nom de Dieu! Ouais, c'est cette année-là que j'ai commencé à travailler le style de dessination qui m'intéressait. Putain, c'est incroyable, quoi. Là, je crois que la question, elle est vite répondue, on est tous d'accord. Tout ça pour dire... Il a commencé à travailler avec Katsuhiro Otomo, notamment sur le manga Akira, extraordinaire manga, extraordinaire film d'animation, sur lequel je ferai des vidéos. C'est Aki, je vous en parlerai de toute façon. Oui, je sais, j'ai dit beaucoup ça, mais maintenant on y est, on s'accroche. Si la vie m'est prêtée, vous aurez droit à la réalisation de toutes mes promesses. Absolument toutes. Akira, donc extraordinaire, manga dont je vous recommande la lecture, et donc Satoshi Kon a commencé à travailler dessus. Akira qui a été lui effectivement le premier film d'animation adulte à proprement parler, à devenir vraiment un phénomène de génération à partir de la fin des années, du début des années 90, puisqu'il est sorti en 89 en France, et ça a été littéralement une claque, un film qui a devancé tout un pan du cinéma hollywoodien, du cinéma européen, qui va littéralement faire exploser à l'écran beaucoup de codes du film fantastique, notamment avec le développement des effets spéciaux en numérique. Akira qui est vraiment un précurseur narratif aussi, film extrêmement engagé et particulièrement profond sur les maux de la société occidentale en général. Enfin voilà, un film juste dingue, et Satoshi Kon a eu l'occasion de travailler dessus en tant qu'animateur, mais aussi en tant que lead artiste, donc il a été en relation directement avec Katsuhiro Otomo, et on sent qu'ils ont plutôt bien travaillé ensemble, en tout cas qu'il a beaucoup appris. Ensuite il a travaillé avec un inconnu, hein, c'est-à-dire Mamoru Oshii. Eh oui, Mamoru Oshii, je vous en avais déjà parlé un petit peu en long, en large et en travers dans mon podcast sur Ghost in the Shell, l'adaptation live. Oui, ne vous inquiétez pas, posez vos flingues, tout. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit, oui, quand est-ce que tu vas faire le podcast sur Ghost in the Shell, les films d'animation, sur Pat Labor, t'avais dit que tu le ferais, t'arrêtes pas de mentir, t'es vraiment une baltringue, une salope. Non mais, tout le monde se calme et pose ses flingues. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Je vais en parler à l'occasion, mais pour l'instant, je vais aborder la question de Mamoru Oshii simplement pour dire que c'est un grand réalisateur et un grand auteur de livres aussi, mais surtout un grand réalisateur de films d'animation et de films live, notamment comme Avalon, Pat Labor et ainsi de suite. Je vous renvoie à ma critique de Ghost in the Shell, je parle un peu plus avec lui en détail. Tout ça pour dire que Satoshi Kon a travaillé avec
À part le studio Ghibli, il a travaillé donc avec Miyazaki, que vous connaissez certainement, Miyazaki, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, tout ça. À part ce studio-là, Satoshi Kon a travaillé avec ce qui se fait de mieux dans l'avant-garde de l'animation japonaise à la fin des années 90. Et donc, Perfect Blue est à l'image de cette nouvelle garde du cinéma d'animation japonais qui va littéralement éclabousser les États-Unis et l'Europe, influencer énormément de réalisateurs européens et américains, James Gunn et d'autres, et ça va être, qu'est-ce que je raconte, Christopher Nolan aussi, enfin voilà, vraiment beaucoup de gens vont être influencés par cette nouvelle vague-là, qui va grosso modo se résumer à l'avant-garde japonaise, c'est vraiment Mamoru Oshii, Katsuhiro Otomo, Yoshiaki Kawajiri, voilà. C'est Ninja Scroll, si vous avez jamais vu Ninja Scroll par exemple, c'est phénoménal. Bref, tout ça pour dire, vraiment un cinéma qui va calmer beaucoup de monde, qui au Japon parfois n'était même pas sorti au cinéma, puisque je parle de Ninja Scroll qui est en fait un direct ou DVD à la base, ou un direct ou vidéocassette à l'époque, tout VHS, et qui reste, je l'ai jamais vu sur grand écran, mais je suis sûr que sur grand écran ça doit tenir la route à mort. Bref, tout ça pour dire... Et donc il y avait Satoshi Kon qui arrivait à ce moment-là avec Perfect Blue, qui a mis une claque à tout le monde. Pourquoi il a mis une claque? Parce qu'il a prouvé que le film d'animation adulte était arrivé à maturité, qu'il était temps d'aller le chercher et que le Japon allait en être une locomotive. Alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je serais plus modéré, je sais pas trop ce qui s'est fait en termes d'avant-garde en film d'animation ces dernières années, je suis un peu au quetch là-dessus, je suis un peu allé vers du mainstream et j'ai pas trop vu ce qui s'est fait dernièrement, honnêtement ça doit bien faire 5-6 ans que je suis plus trop au courant de ce qui se fait en termes d'avant-garde. Le dernier truc que j'avais vu, que j'avais beaucoup aimé, qui était Dream Machine, ça date déjà de 2008, si je dis pas de bêtises, au festival d'Annecy, c'est aussi dingue Dream Machine si vous avez l'occasion, c'est incroyable, et c'est, bref c'est que du cinéma qui... Pour revenir sur l'avant-garde japonaise, a vraiment influencé énormément le cinéma actuel. Vous regardez plein de réalisateurs que vous appréciez sans savoir qu'en fait, ils ont un petit drapeau du Japon qui s'agite dans leur tête en leur disant « T'es bien, tu fais bien ton travail ». Oui, c'est pas du tout raciste ce que je viens de faire. Les saillots, un veilleur de nuit noire. Ça, si c'est pas un coup dans le dos, c'est dégoûtant. Juste pour qu'on ne le voit pas. Tu te rends compte, Rémi, jusqu'où ils vont. Voilà pour le pédigré de Perfect Blue, donc gros filmé. Vous allez tous me dire en chœur: mais Didier, de quoi ça parle? Alors déjà, vous vous calmez tous, parce que reprendre « Ah, comme le monde est petit, tout le monde le fait », c'est devenu un cliché d'internet, donc c'est vraiment minable de l'utiliser déjà. Et ensuite, je vais vous en parler. Que tout le monde garde son calme, on va pitcher tout de suite, tranquillement. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous écoutez. Vous comprenez le truc, c'est un peu la question, elle est vite répondue. C'est le même genre de paradoxe. Non, ça fait plaisir, je vois que le podcast est écouté, donc... Continuez, détendez-vous, restez relax, on va se retourner le ravioli tranquillement. Ouais. Vois comme c'est beau, les enfants vivent comme des oiseaux. Mima est une idol de J-pop, c'est-à-dire une chanteuse, vous savez, ces fameuses chanteuses là des girls bands, tout simplement des girls bands japonaises qui sont encore des phénomènes extrêmement forts dans la musique pop japonaise, la J-pop. Et donc au début du film, elle décide de quitter son groupe, les Cham, pour entamer une carrière d'actrice. Il se trouve que la vie d'idol, c'est le nom qu'on donne aux chanteuses de ce genre de groupe, des girls bands japonaises, de J-pop, ça dure pas très longtemps, c'est-à-dire 2-3 ans à l'époque notamment, et après il faut retourner à la vie active, et elle veut pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est de devenir actrice, et donc elle fait ce choix, et bien sûr ça ne plaît pas à tout le monde, certains de ses fans n'apprécient pas trop, et elle découvre notamment un site internet qui s'appelle La Vie de Mima, et qui raconte sa vie avec des détails assez troublants, jusqu'à des détails intimes et personnels. Donc déjà Mima, qui ne se sentait, bien sûr c'est toujours très risqué de quitter un groupe, de commencer une autre carrière, qui est déjà dans un stress très très fort vis-à-vis de ça, qui est un petit peu à la botte de ces deux impresarios, M. Tadokoro et Rumi, qui sont pas toujours d'accord sur les orientations de sa carrière, mais qui grosso modo gèrent sa carrière et lui laissent pas beaucoup la parole sur ce qu'elle veut faire, ou ne pas faire, très très peu finalement. Mima, elle est un petit peu dans ce stress-là, et là, elle découvre que quelqu'un connaît sa vie, connaît intimement sa vie, et tout doucement, elle va comprendre que non seulement un de ses fans, ou plusieurs de ses fans sont contre elle, n'ont pas du tout envie de la voir faire cette nouvelle carrière, notamment en faisant des petits attentats, je vous laisse découvrir comment, et en plus, elle commence à avoir des doutes petit à petit sur sa propre santé, avec la sensation que cette fameuse Mima du site La Vie de Mima serait un peu plus qu'une personne qu'elle ne connaît pas, c'est-à-dire elle-même.
Ce que tu dis n'a aucun sens. Alors, la grande force de Perfect Blue, c'est ne pas la qualité de son animation. Oui, je suis obligé d'en parler tout de suite parce que je pense que il faut... les premières minutes du film peuvent laisser circonspect. Il se trouve que, par exemple, quand je parle d'Akira, quand je parle de Pat Labor ou de Ghost in the Shell, ce sont des films qui, en termes d'animation, étaient la crème de la crème, malgré tout, de l'animation japonaise. C'était déjà très, très, très efficace. Akira reste bluffant visuellement, encore aujourd'hui. C'est extrêmement juste, extrêmement détaillé, extrêmement dense. L'animation est très, très riche. C'est le cas aussi dans Ghost in the Shell, que ce soit Ghost in the Shell 1 ou Ghost in the Shell 2 Innocence, c'est des films dont l'animation repoussait les limites de l'animation à chaque fois. Donc voilà, on se comprend un petit peu. Et si je dois prendre un autre exemple d'animation japonaise, les studios Ghibli sont très vite devenus un fer de lance de l'animation japonaise. Donc il est hors de question pour les studios Ghibli de sortir un film un peu random avec une animation moyenne de type de sortie en VHS à l'époque ou série télé. Perfect Blue est à la limite de ça. On sent clairement que Satoshi Kon sait gérer plus ou moins l'importance des séquences, et du coup il y a la plupart du début du film est finalement en animation de qualité très très moyenne. Vous allez voir très très vite des plans sur de la foule où il n'y a aucun visage, qui sont détaillés. Vous avez pas mal d'animations de mouvements un peu subtils, du genre s'habiller ou être stressé, qui sont pas très subtils, au contraire, qui sont finalement assez grossiers. Vous avez des attitudes de visage qui sont effectivement pas très subtiles, ou qui ne le sont qu'à des moments très précis dans le film. Et vous avez bien une grosse partie du début du film qui manque quelque part de finesse dans l'animation, parce que Perfect Blue, je pense au départ, n'était pas pensé pour être un film qui devait sortir du territoire japonais. Je pense pas non plus que c'était un film qui a eu un énorme coût de production. En tout cas, c'est pas la sensation que ça me fait, même si c'est un moyen métrage qui dure 1h20 et que donc par définition il a dû avoir une sortie cinéma au Japon. Il y a quelque part un choix très très fort, notamment dans le style visuel du film, de laisser l'animation être finalement assez pauvre par endroits. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en parle et j'ai pas envie que si vous découvriez le film demain, vous vous attendiez à une animation exceptionnelle telle que celle que vous avez pu découvrir dans Akira ou dans d'autres films de cette génération-là qui sont allés au cinéma. Même les Ninja Scroll, qui sont des films qui sont sortis, encore une fois, qu'en VHS, si je dis pas de bêtises, qui n'étaient pas au cinéma au Japon, ont un style visuel et un style de chara-design, de design des personnages particulièrement précis. Mais le niveau d'ombre, le niveau de lumière, tout est extrêmement, j'ai envie de dire, chiadé, pour utiliser un mot que plus personne n'utilise, un mot archéologique. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Du coup, on se retrouve un petit peu avec Perfect Blue dans une sorte de... Comment dire ça de niveau moyen de l'animation. Vraiment, au début, il faut vraiment le voir comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on avance vers des scènes clés, plus on se rend compte que d'autres scènes sont extrêmement bien faites. On a des scènes de meurtre, il s'agit d'un thriller psychologique, qui sont, pour le coup, on a des vrais détails très forts. On a par exemple quelqu'un qui se fait poignarder à un moment donné, le travail sur le sang, sur le couteau ou l'objet contondant qu'on utilise, je crois que c'est un tournevis, pour planter quelqu'un. On a vraiment cet effet, vous savez, de la peau, de succion du corps quand le tournevis est retiré, avec des effets de geyser, ainsi. Donc c'est très très riche d'un seul coup. Je dis pas que c'est réaliste, je dis juste que c'est beaucoup plus fin d'un seul coup. Et on a plein de moments clés du film comme ça qui sont beaucoup plus fins. Je vais en parler après, mais j'insiste, je voulais commencer par ça parce que j'aime pas trop l'idée de renvoyer les gens vers Perfect Blue comme ça sans avoir une légère... Parce qu'on a vraiment un début de film où le niveau d'animation est quelque part très bas. Sans compter qu'on a un effet de roto-animation, c'est-à-dire que on commence le film sur un concert des idoles, donc de Mima et de son équipe, et on les voit danser, et il est clair que ça a été animé sur roto-animation, c'est-à-dire qu'on a filmé des jeunes femmes danser, ou une, et ensuite on a synchronisé les trois danseuses sur la même, grosso modo, en faisant de légères variantes, mais rien de méchant. Je suis même pas certain qu'ils en aient fait spécialement des variantes pour le film, de ces pas de danse, et on a décidé donc par-dessus, on a sorti les cellulos de cette danseuse filmée, on a redessiné sur sa silhouette et fait image par image, et on obtient donc l'effet du film qui fait que quand elles dansent, elles sont particulièrement organiques et vivantes. Alors à l'époque, déjà en 99, quand le film est en production en 96, c'est déjà un effet relativement cheap, la roto-animation. Faut avoir conscience que c'est pas du tout
un gage de qualité. Un autre film d'animation que j'aime particulièrement qui s'appelle Jinro, la Brigade des Loups, sur lequel je reviendrai prochainement parce qu'il a eu aussi une adaptation live coréenne particulièrement fidèle, paraît-il, à l'œuvre originale, et j'y reviendrai du coup. Il faut que je le voie, je n'ai vu malheureusement qu'un morceau pour l'instant. Le film d'animation Jinro était quasiment, je crois dans sa quasi-intégralité, fait en roto-animation. C'était un choix esthétique très fort, encore une fois c'est Hiroyuki Kiura qui a travaillé dessus, et évidemment c'était un scénario de Mamoru Oshii, hein, évidemment il est jamais loin sur les gros projets celui-là. Et donc tout ça pour dire, oui bon, je le fais passer pour un opportuniste, mais non, c'est simplement que c'était un projet qu'il voulait adapter lui-même. Il se trouve que Mamoru Oshii a fait les versions live de Jinro, la Brigade des Loups, puisqu'il en a fait lui-même, qui ne sont des adaptations qui sont pas bonnes du tout, hein, faut être clair. De toute façon, les films live de Mamoru Oshii, à part Avalon, c'est problématique. Je reviendrai dessus quand je parlerai d'Avalon, et dans les 2 vidéos extrêmement longues que je vais vous faire sur le sujet. Bref, tout ça pour dire, oui, je digresse, mais vous aimez ça. Admettez-le. Sinon, vous n'écouteriez pas un mec qui se parle tout seul sur Internet. Sûr. Ou alors, vous êtes des sadiques. Comment ça, j'ai déjà fait cette vanne la semaine dernière? Ta gueule! Ta gueule! Donc, le recours à la roto-animation n'était déjà pas vu comme une qualité. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'animation, j'ai caricature, mais low cost au début du film. Et on peut avoir cette impression que c'est un petit peu cheap et que ça va pas aller au-delà. Calmez-vous, posez vos flingues, détendez-vous dans votre canapé. Quand ça commence à s'emballer, par Jinro, n'importe quoi, Perfect Blue, tout de suite, ça marche très très bien. Et notamment parce qu'il y a des ressorts de montage, de mise en scène sur le montage psychologique que j'apprécie particulièrement. Mais on va procéder par étapes. C'était juste une sorte de petit préambule. Parlons des décors, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite le schmilblick. C'est extra. C'est extra. Dans Perfect Blue, les décors finalement sont le décor classique des films d'animation japonais de base, c'est-à-dire ville japonaise, Tokyo. Les tout petits appartements où on a tout dans 2 pièces, hein, littéralement l'appartement de Mima dans la série, c'est une chambre et une salle de bain. Il n'y a vraiment rien d'autre, avec une baignoire. Ce qui peut complètement résumer un appartement japonais, hein, enfin d'avoir conscience. Hein. Et comme ma compagne me l'a fait très bien remarquer dans le film, elle gagne très bien sa vie. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, c'est une idole qui marche bien. Donc elle n'est pas riche, mais elle gagne vraiment bien sa vie. Et pourtant, elle est dans un petit appart qui ressemble à un KGB. Oui, c'est vraiment la culture japonaise en force. Mais c'est pas seulement ça chez ce petit con de Satoshi. Non, mais je vous ai dit que je ferais des vannes nazes sur ce mec pendant tout le truc. Donc c'est à cause de ce petit con que on a oui, j'en suis fier en plus, hein, évidemment. Tu te trouves drôle? Oui, extrêmement. Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer? Donc chez Satoshi Kon, c'est aussi une manière de mettre en scène sa paranoïa et le fait qu'elle est au même endroit. On retrouve très régulièrement dans le film, et plus le film avance, plus ça s'emballe, Mima dans l'appartement avec une répétition de plans quasi similaires, nous laissant très peu de doute sur le fait que Mima est dans une forme de schizophrénie, qu'elle n'arrive plus à discerner vraiment la réalité de la fantaisie, et toute une partie du film devient très très vite difficile à discerner sur ce qui se passe ou pas, le film jouant beaucoup sur des ambiguïtés, mais je reviendrai là-dessus après. Tout ça pour dire, le décor principal du film, c'est la chambre de Mima, lieu où évidemment s'emballe le climax du film, évidemment. Et tout est joué sur le fait que c'est une vraie chambre typique japonaise d'une personne qui vit bien à la fin des années 90. C'est-à-dire que sa chambre est plutôt bien rangée, enfin même très bien rangée je dirais, avec beaucoup de petits décors à gauche à droite. C'est une chambre de fille-femme, tout doucement. Puisque l'une des premières choses qu'elle fait quand elle rentre dans sa chambre pour la première fois dans le film, c'est d'enlever le poster qui représente les Cham, le groupe dont elle faisait partie, donc et qu'elle vient de quitter, ce qui est clairement symboliquement le départ de son adolescence tardive vers l'âge adulte, hein, mais je reviendrai là-dessus sur les thématiques du film dans la partie scénario. Tout ça pour dire, on est vraiment dans l'appartement typique japonais, et d'ailleurs, petit à petit, on y rajoute un ordinateur, pour qu'elle puisse se connecter à Internet. Oui, à la fin des années 90, c'était pas obligé du tout d'avoir... alors le film a été écrit, le livre date un peu avant 95, si je dis pas de bêtises, et donc le film a été produit en 96, pour sortir en 97.
Donc là, en 95, au Japon, tout le monde n'avait pas Internet, quoi. Tout le monde ne savait pas forcément ce que c'était ou l'utilisait pas forcément. Il y avait déjà des otaku, hein, au taquet, des otaku au taquet. Putain, mais c'est fou. Quelle maîtrise de la langue, hein. Ça, tout de suite pour donner des petites choses, des petites musiques comme ça qui restent en tête, des otaku au taquet, des otaku au taquet, des otaku au taquet. Pas mal, hein, vous êtes impressionnés, on dirait un train et tout ça, c'est expressionniste. Eh ouais, ça va loin. Vous étiez venu écouter un truc sur un film et hop, tout de suite, ça monte d'un niveau, hein, n'est-ce pas? Donc tout le monde n'avait pas à l'époque Internet et on la voit donc installée notamment en ordinateur et ainsi de suite. Hein. Ceci explique cela. Peut-être que quand le film est sorti en France en 99, c'était déjà un peu plus répandu Internet. Alors c'était pas le cas chez moi, mais effectivement quand je suis allé dans ma fameuse section à La Réunion, c'est là que j'ai eu accès le plus librement à Internet et ça commençait à devenir évident pour toutes les écoles que Internet devait installer dans les lycées, blablabla. Je vous passe les détails. Et oui, je vous parle d'une époque archéologique, d'une époque qui, là, pour la plupart d'entre vous, va paraître, comment dirais-je, non pas dans la naphtaline, c'est pire que ça, dans la tombe, littéralement. Hein, bande de salopards de jeunes. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Que moi vous étiez gentil. Comment ça j'agresse les jeunes alors qu'il est probable que c'est qu'il y a que eux qui écoutent ce type de podcast sur Internet? Ouais. Mais c'est pas grave, j'assume le fait d'avoir 60 ans. Je suis tranquille. Enfin, 60 ans. Plus ou moins 60 ans, un peu moins quand même. Hein. C'est pas une science exacte, on est à une vache près. Donc tout ça pour dire, on la voit donc installer ensuite un ordinateur, ce qui est pour ça aussi une entrée dans l'âge adulte quelque part chez elle aussi. Alors ça se fait par le biais d'un site, du fameux site, mais c'est aussi une manière de dire qu'elle est encore un peu juvénile à ce moment-là, qu'elle est encore naïve sur le monde, et qu'elle doit quelque part encore ouvrir une fenêtre sur une nouvelle perception des choses. Et c'est pour ça notamment qu'elle va faire des choix discutables dans sa carrière, je reviendrai là-dessus dans la partie scénario. Donc tout ça pour dire, ce décor est extrêmement parlant, il y a notamment toute une thématique autour du poisson, de poisson dans un bocal, qui est aussi intéressante et qui est évidemment un miroir de sa transformation avec la carrière des idoles où on les fait vivre littéralement dans un aquarium pendant quelques années et puis d'un seul coup on les jette parce que voilà, une fois qu'elles sont trop vieilles ou tout simplement que c'est fini, que la hype autour de leur groupe est passée, que les nouvelles jeunettes sont arrivées, c'est des groupes, voilà, on se fait pas une carrière d'idole. Alors à l'époque, j'insiste, oui ça c'est important de le souligner tout de suite, à l'époque c'était le cas, à l'époque on faisait idol de 3 ans, allez 4 si on avait de la chance, 5 si on était vraiment juvénile. Vous savez que les japonais à cet endroit-là, vous savez, au Japon, voilà, au Japon tu dis, ma dernière copine elle avait 11 ans, t'es un adulte, ça choque pas trop que ça. On se dit, on va te dire, écoute, prends quand même plus âgé, hein, 12-13 ans quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu sale, ça sent le slip usé. Vous voyez, c'est vraiment. Quelle indignité. Donc, quand t'es idol, si tu fais très très jeune, ça passe bien. Ça passe même très très bien. Tout ça pour dire. Oui, je sais, c'est terrible, mais c'est une réalité. Hein. Alors, on n'a pas de leçon à leur donner en France avec les charniers d'enfants qu'on a retrouvés encore dernièrement autour de Paris et dont on ne sait pas d'où viennent les corps. Hein. Oui, je déconne pas, hein, tout ça est avéré. Hein, c'est des journalistes qui en parlent directement. Oui, on a trouvé plusieurs fois des charniers autour de Paris d'enfants entassés avec avec des dizaines de corps d'enfants et on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc. Voilà, on est peut-être tout simplement moins franc que les Japonais sur le fait qu'on a une pédophilie institutionnalisée en France. Hashtag Roman Polanski. Oui, je l'en mettrai dans la gueule, oui. Non, je déconne. Si vous voulez connaître mon avis un peu sur l'affaire Polanski et pas me tomber dessus dans les commentaires tout de suite en mode ah là là, toi tu parles tout de suite, mais tu connais rien au truc, tu ferais mieux nous parler de cinéma et faire ta gueule, ce qui est tout à fait vrai. J'en ai parlé, j'ai donné un petit peu mon avis dans ma critique notamment du film J'accuse, ou du podcast sur J'accuse auquel je vous renvoie. Tout ça pour dire, mais il faut arrêter de faire des digressions tout le temps. Si on fait des digressions, on est bien tous ensemble. Donc on n'a pas besoin de se spinner, on se détend et on respire, n'est-ce pas? Hein? Vous vous sentez pas mieux d'un seul coup? Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Oui, même toi qui conduis au milieu de l'autoroute et qui est en train de doubler un camion à 150 km/h, arrête-toi net, tire le frein à main comme je vais te dire, tire-le je te dis. Voilà, arrête-toi, voilà, et respire. Reste cool. Tu t'en fous des klaxons autour et des gens qui s'arrêtent. Tu t'en fous des flics qui sont descendus pour ouvrir ta porte. Ferme tes portes. Il n'y a pas de souci, ils vont te laisser tranquille. Et tu restes avec moi. Et t'écoutes tranquillement. Un mec qui parle trop et The Good Post, c'est rien que pour toi.
il t'est dédicacé. À toi qui t'es arrêté sur l'autoroute et qui a dit au monde, moi, je respire là, maintenant, tout de suite. Ouais, c'est ça les gens qui écoutent un mec qui parle trop. Ils prennent des risques avec leur vie, rien que pour le podcast. Oui, parce que sinon, je sais pas si ça vous plaît, que les choses soient claires. Si vous prenez pas autant de risques, je vois pas l'intérêt d'écouter le podcast. Donc, à moins d'être très très juvénile, et de continuer à donner l'impression d'être juvénile, on n'était pas idole longtemps, et on gagnait pas sa vie avec. Maintenant, de nos jours, avec le développement d'Internet et des chaînes alternatives de YouTube, bon, au Japon, c'est Neko Vidéo, le YouTube japonais, bref, tout ça pour dire... Tous ces éléments ont fait que beaucoup d'idoles, c'est pas qu'elles se recyclent, c'est qu'elles poursuivent leur carrière ensuite en faisant des chaînes YouTube, en capitalisant sur leur propre nom et tout ça, ainsi de suite. Et les gens les suivent parfois beaucoup plus longtemps, donc ça a l'air d'être beaucoup plus rentable et tenable d'être idole au jour d'aujourd'hui. Mais à l'époque du film, en 99, ça donnait que dalle. Tu faisais 2-3 ans, puis ensuite t'étais jeté comme une chaussette, quoi. T'étais déjà trop vieille à 16 ans, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, donc tout ça pour dire... Mima est clairement dans une forme de... Elle est typiquement dans un endroit, les idoles, où on ne vit qu'une vie préadolescente. En fait, on a les moyens d'adultes, on a tout un star system et ainsi de suite qui s'emballe, des fans et tout, avec le côté glauque du truc évidemment, mais on l'a typiquement quand on est dans une forme d'adolescence ou de préadolescence. Dès qu'on commence à rentrer dans l'âge adulte, c'est déjà trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, tout ça pour dire, je vous laisse découvrir comment subtilement la chambre de Mima se transforme et comment elle se transforme, parce que c'est assez hardcore. Je reviendrai sur ces points-là dans la partie scénario. Mais tout ça pour dire, les décors, c'est le décor principal, c'est la chambre de Mima, et c'est très intéressant. À chaque fois que je revois le film, je découvre de nouveaux détails. J'ai enfin compris plus ou moins la symbolique des poissons. J'avais pas forcément compris aussi le travail sur la baignoire, vous allez voir, qui est simple, mais très très efficace. Tout ça pour dire, les décors sont très réussis. Alors, moi, puisque je parle de décors, autant parler de la baignoire tout de suite. On a des scènes où on voit Mima dans sa baignoire, qui sont pas du tout explicites, hein, vous inquiétez pas. Il y a d'autres scènes, entre guillemets, explicites dans le film, où en fait on la voit nue en entier. Ça aussi, c'était un signe de passage à l'âge adulte, de l'animation pour adultes, avec de la nudité venue du Japon et qui ne soit pas du hentai. Et oui, je sais, ça existe. C'est incroyable. Oui, je sais, pose-toi, assieds-toi là, toi, je viens de t'apprendre un truc. Mais effectivement, il y a des films japonais d'animation où on voit des filles à poil, et c'est pas du tout des films masturbatoires. Ouais, je sais, il y en a certains... Calme-toi, pose-toi, respire, c'est pas grave. Il y en a plein. Mais non, mais il y en a plein, hein. Arrête-toi, c'est pas la majorité. Voilà, je veux pas que tu t'angoisses et que tu claques en écoutant le podcast. Quelle réputation tu vas me faire? Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Cette nudité donc était assumée comme un film, comme un passage à l'âge adulte du film d'animation, et le film le joue très bien, il le joue frontalement, je reviendrai là-dessus, notamment dans une scène assez incroyable. Donc c'est ça pour dire, donc, même 2 scènes assez incroyables je trouve. Il y en a plein de scènes incroyables dans ce film-là, donc je risque de dire incroyable un peu trop aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je dirai incroyable, je vais vous lire une blague de Toto. Ça vous va? Comme ça, je me punis tout seul, ça m'évitera de le dire à chaque fois. Parce qu'incroyable, ça veut pas dire grand-chose, puisque pur, on peut le voir, c'est que c'est croyable. Crédible. C'est croyable ou crédible? Bon, voilà, vous avez un devoir, croyable ou crédible, vous m'envoyez ça dans les commentaires. Est-ce qu'on dit croyable ou plutôt crédible? Est-ce que ça colle avec ce que je suis en train de raconter, ou est-ce qu'évidemment, comme d'habitude, je raconte n'importe quoi? Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Cette utilisation donc de la nudité, elle est parfaitement maîtrisée, et elle marque aussi symboliquement le passage, comme je disais, de Mima à l'âge adulte, et son détachement par rapport à l'univers des idoles, qui est un univers au confluent en même temps d'une forme d'hypocrisie occidentale, et ça qui est hyper intéressante, mais je reviendrai là-dessus. Donc, dans cette fameuse baignoire, Mima a des moments, c'est un des rares moments du film où on l'entend, elle se prépare des bains régulièrement, et la fois où on la voit dedans, c'est le moment où le rideau est fermé, on a un plan de dessus, et elle a l'air de vouloir se protéger. C'est comme une protection du reste de son appartement, qui lui évoque, grosso modo, sans arrêt, la situation, la détérioration psychologique que lui fait vivre sa situation. Et je vous laisse découvrir comment c'est mis en scène. Ça a été repris quasiment plan pour plan par beaucoup de réalisateurs après. Vraiment beaucoup. Hein. Donc je vous laisse découvrir comment. Je crois qu'il y a... Je ne sais plus si c'est Christopher Nolan. Enfin, il y a plusieurs réalisateurs qui l'ont repris, cette construction de plans dans la baignoire. Bref, donc les décors de Mima sont très modérés. Et tous les autres décors du film sont presque stylisés.
On n'a que la première scène du film où on est dans une... Vous savez, le genre de petite scène qu'on trouve un peu partout au Japon, où on a voilà, les gens qui rentrent dans des toutes petites salles en plein air de concert, avec souvent des sortes c'est très rustre. On a juste voilà, des grosses marches en béton et une avant-scène toute petite. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très modéré. Et c'est souvent là-dessus que les groupes de J-pop font le tour, grosso modo, du Japon quand ça marche bien. Donc c'est vraiment le spectacle à son niveau le plus réduit, le plus efficace, sachant que je pense pas insulter les idoles en disant que la plupart du temps, les gens viennent voir de la fesse de jeunes filles, ce qui est triste, mais c'est une réalité, c'est les girls bands, hein. C'est exactement le même phénomène. En Europe, dans le reste du monde, on a vu les fameuses Pussycat Dolls qui étaient l'exagération finale de ça, j'ai envie de dire, puisque autour des histoires de Pussycat Dolls, on a vu notamment très vite des histoires notamment sur le fait que certaines d'entre elles, on pouvait coucher avec elles en donnant de l'argent, machin truc, blablabla. Alors ça a été démenti par les producteurs, mais tout ça pour dire, c'est clairement un groupe qui avait été pensé comme ça. C'est la pute qui chante. Je caricature, hein, parce que j'ai que du respect pour les Pussycat Dolls, c'est pas la question. Mais c'est clairement un phénomène social international, le phénomène des girls bands et de leur hypersexualisation et de l'utilisation de vente, soi-disant de musique, mais d'abord avant tout d'une imagerie sexuelle. C'est clair et net. On est vraiment dans le prototype de la petite fille objet. C'est ça qui est triste. C'est même pas de la femme, c'est de la petite fille objet. C'est pire que ça. Bref, tout ça pour dire... à part ce décor-là au début du film, le reste des décors, vous allez voir très vite qu'il va très vite être stylisé ou se résumer à être très efficace et avoir finalement peu d'autres caractères que d'être celui de montrer le point de vue de Mima. Vous allez voir comment. Ça aussi, j'en parlerai un petit peu plus dans la mise en scène. Donc, le décor qu'on retient le plus du film, le décor le plus marquant, c'est cette chambre. Et c'est très fort d'avoir réussi à centraliser un thriller sur un espace aussi petit et l'avoir pourtant souvent renouvelé et pas renouvelé non plus. Ça aussi, c'est aussi une intelligence de la production d'un film d'animation. Utiliser l'animation dans ce qu'il a de répétitif pour en faire un vrai ressort psychologique. Ça n'avait pas été vu souvent au cinéma et Perfect Blue a été un des porte-étendards de la vraie explosion de cette technique et de son efficacité. Plein de films japonais ensuite utiliseront cette technique et des films d'animation européens et américains aussi. Ooh, that's a bingo! Comme j'ai déjà parlé de l'animation et que j'ai déjà parlé que les décors m'ont amené à aller assez loin, je vais parler des thématiques un peu plus, puisqu'il y en a essentiellement 3. Il y en a plus que ça, mais je vais parler des thématiques parce que je ne peux pas trop vous parler du casting. Je ne connais pas Rika Matsumoto qui double donc Mima dans le film, mais je présume qu'elle était un peu dans le type de voix, un prototype, puisque j'ai vu le film aussi en version originale, mais d'ailleurs il faudrait que je fasse un petit bout sur la version française, mais peu importe, qui est un petit peu le prototype de voix de chanteuse de groupe d'idoles japonaises. En général, c'est pas des grandes chanteuses, elles savent chanter en rythme, elles savent maîtriser la diction et le côté sympathique, mais en fait, au final, ce qu'on leur demande de faire, c'est de savoir danser en chorégraphie, tout ensemble. On leur demande pas spécialement d'être des chanteuses à voix. C'est assez drôle d'ailleurs qu'au Japon, souvent, on fait une meilleure carrière en étant idol qu'en étant chanteuse à voix. C'est beaucoup plus difficile de percer en étant chanteuse à voix, notamment parce que la J-pop japonaise, qui a du mal à s'exporter dans le reste du monde, capitalise essentiellement au Japon et donc a tendance à littéralement couvrir tout le reste du spectrum de la musique japonaise à la radio et à la télé. Ce qui fait que du coup, on a souvent... les chanteuses à voix japonaises, elles n'ont pas 200 solutions, ou elles sont très 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 originales, ce qui explique qu'on a pour ceux qui connaissent pas la J-pop, c'est un petit peu le carnaval, quoi. On peut avoir vraiment de tout. Des chanteuses qui ont de la voix, qui pourraient en Occident marcher simplement là-dessus, en étant très sobres, et qui vont se déguiser en personnages de manga, ou qui vont se créer un univers visuel extrêmement riche, limite à la Lady Gaga, voire plus, pour exister simplement commercialement et pour pouvoir un tant soit peu se démarquer. Puisqu'au Japon, la couverture, encore une fois, de la musique, de la J-pop japonaise sur tout le reste de la musique japonaise et de la culture japonaise est écrasante. On est quasiment dans du 95% pour 5%. Hein. Donc, en vous gardant à l'esprit qu'on parle bien d'une archipel et que tout est très concentré de facto. C'est pour ça quand je disais aussi avant que les scénettes de là où les groupes vont se jouer sont souvent sur des petites scènes qui font un peu
c'est un peu ridicule quand on prend ça à l'échelle européenne. Quand on pense à des groupes qui marchent très très bien, on pense à des stades et à ce genre de choses. Au Japon, c'est beaucoup plus modéré. Il y a des groupes qui vont jouer dans des stades, mais au final, la plupart des groupes restent sur des petites scènes, même quand ils ont beaucoup de succès, parce que ça leur permet de faire plus de dates et d'aller chercher plus de public. C'est aussi, entre guillemets, le côté assumé de la culture aussi de l'idol au Japon, c'est ce fait de rester une culture très modérée, très maîtrisée, très petite, où on essaie de faire des petites scènes, parce que quelque part, on sait que sur grande scène, c'est des shows souvent qui tiennent pas la route. Alors, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a des groupes d'idoles qui marchent très bien, tellement bien qu'elles vont remplir des stades. Mais honnêtement, c'est des exceptions. Il y en a très peu. La plupart du temps, les stades et les grandes salles, elles sont laissées aux groupes de rock, aux groupes qui dépassent réellement le stade d'être des phénomènes culturels au Japon. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous conseille de regarder par exemple les concerts du groupe X-Japan au Japon. C'est dingue. X-Japan, c'est un des rares groupes de heavy metal japonais qui a dépassé les frontières japonaises et c'est excellent. Hein. Je vous conseille d'écouter ça, c'est très sympa comme musique, notamment si vous aimez le heavy metal, vous n'aurez pas de souci avec. Il y a ce côté japonais dedans, hein, c'est-à-dire que une chanson sur deux, ça ressemble à un générique de film d'animation, mais de série télé. Mais dans l'idée, c'est vraiment un groupe qui exemplifie bien le phénomène pop-rock japonais, comment il a pu à un moment donné dépasser le stade des petites scénettes. Mais encore une fois, vous n'aurez pas énormément de groupes avec l'aura et la capacité à remplir des stades comme X-Japan. Du coup, l'univers des idoles, un peu, j'avais envie de parler de cette thématique-là, c'est un peu... si vous regardez le film comme ça et que vous ne connaissez pas cet univers-là, ça peut... J'insiste, ça peut rester un peu trop subtil, je mets de gros guillemets. Il y a notamment des répliques, des échanges entre les promoteurs de Mima qui pointent ça avec justesse, en disant clairement elle peut pas faire idol plus de 2-3 ans, ce qui était à mon avis effectivement le cas à la fin des années 90, et ça a été le cas jusqu'à ce que le développement du streaming sur internet devienne plus évident. Il y a aussi le fait de grosso modo faire quelque chose de plus adulte pour une ancienne chanteuse d'idol, parce qu'effectivement, même si au Japon, et j'en ai parlé assez jusqu'à présent, il y a un petit côté culture pédophile tranquille chez soi, à 12 ans c'est très bien, qui, entre guillemets, n'est pas... qui est presque une prison. C'est-à-dire que une fois que tu es rentré dans ce phénomène-là en tant qu'idol, dès que tu commences à devenir un peu plus adulte, t'es exclu, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'entre-deux. Ou t'es idol ou t'es rien du tout. Et c'est un peu la limite, entre guillemets, de cette liberté-là et de cette force que peut donner, le boost que peut donner la vie d'idol. Du coup, quand les promoteurs de Mima disent que voilà, elle devrait arrêter au bout de 3 ans, c'est absolument vrai. Mais en même temps, elle doit aussi se détacher symboliquement, et c'est là où je voulais en venir, de cette image d'idol, donc de petite fille qui va clairement être choisie pour faire bander, il faut être clair, hein, c'est triste mais c'est vrai. Et pour sortir de ça, paradoxalement, on va lui proposer, dans le film, mais à mon avis c'est un phénomène assez répandu au Japon, de commencer littéralement à passer dans la filmographie adulte. Dans le film, on est à la frontière du porno, limite, et elle pose très vite nue. C'est-à-dire que même si dans le film c'est pas dit, il est évident pour le japonais de base que c'est le seul moyen qu'a une idole de se détacher de son image d'idole. Elle doit devenir une femme, littéralement et visuellement. C'est vraiment une prison. Le film est subtil là-dessus, il le dit pas trop, on comprend que c'est une mécanique, et Mima le regrette ensuite. Mais je sais qu'il y a des gens qui interprètent le film en disant oui, elle avait quand même le choix, et c'est elle qui fait l'erreur d'aller vers ça stratégiquement ou de se faire embarquer par ses promoteurs. C'est pas tout à fait vrai. Le fait est que même dans le contexte, on lui propose pas autre chose. On lui proposera pas autre chose avant qu'elle le fasse. Avant qu'elle se détache clairement de son image d'idole, elle ira pas plus loin. C'est pour ça qu'il y a la scène où elle rentre chez elle et elle est particulièrement choquée par ça, où elle voit notamment les poissons morts dans le bocal. Scène très étrange, puisque les poissons sont inertes dans le bocal, et le dernier plan de la séquence, on revoit 2 poissons plonger et nager. Donc, est-ce qu'elle les a vus ou est-ce qu'elle a à un moment donné une hallucination? Je reviendrai là-dessus, le film est très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Notamment à cause du dernier plan du film, mais je reviendrai là-dessus. Je reviendrai sur la thématique des miroirs et tout ça qui est très complexe. Tout ça pour dire, au final, on a un phénomène d'emprisonnement carriériste des idoles. Où tu fais idole et tu passes à autre chose, ou tu fais idole et tu vas aller ailleurs médiatiquement, et là, tu es quasiment forcé de faire un peu la tepu, je veux dire.
La thématique du coup de l'idol, c'est un peu plus fort simplement que d'être simplement une toile de fond ou une comme je l'ai lu un peu partout, une mise en abîme du star system. C'est pas seulement ça. Les idols au Japon, c'est un star system en lui-même. Et on n'a pas eu le même phénomène en France autour des girls bands et des boys bands. C'est pas du tout la même chose qui s'est produit, même si parfois ça a été des pièges et que certains sont restés attachés à la célébrité. On sait bien qu'en France il y a eu des suicides dans certaines boys bands, des mecs qui 20 ans après te disent encore que c'était la meilleure période de leur vie, qui regrettent, blablabla. Donc ça a cet effet-là, hein. C'est un peu la même chose qu'on a vu dans les téléréalités et tout. Mais ça n'a pas du tout le même, c'est pas le même couloir social qu'au Japon. C'est beaucoup plus fermé et beaucoup plus contraignant. Donc déjà, je voulais un peu pointer ça parce que je pense que si on ne sait pas ça, il manque un degré dans l'emprisonnement dans lequel Mima se retrouve. Elle n'est pas seulement, c'est pas une idole qui veut faire sa star, c'est une personne qui a envie de continuer dans le milieu du show business et qui peut pas sans passer par une mise à l'épreuve particulièrement violente et physique. Ça me permet de renvoyer du coup à un sous-thème que j'avais pas toujours capté, et là en le revoyant dernièrement, ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le hentai. Et oui, on va parler de cinéma adulte tout de suite, là, maintenant. Et ouais, je me permets tout, The Good Post, on est libre, ok? On se pose, on s'écoute comme ça, et vous êtes tous là à vous dire, enfin, il nous parle de choses que personne ne nous parlait jamais comme ça. Et vous avez bien raison. Seigneur. Oh, c'est quand même bien fait. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Donc le hentai, pourquoi je parle du hentai? Parce que, comme je vous l'ai dit, le début du film est limite pauvre en termes d'animation, assez faible. Et sur des moments précis où Mima doit être confrontée à sa nature de femme, notamment dans une séquence où on lui demande littéralement d'interpréter une scène de viol, et une autre séquence où elle pose nue pour un photographe, je spoile pas parce que le film est plus compliqué que ça. Même si vous n'avez pas vu le film, ça posera aucun problème, ce que je vous dis là. En fait, ce sont... Comme par hasard, ces moments-là sont mieux dessinés, mieux animés, tout est meilleur. Absolument tout. C'est plus subtil, c'est mieux cadré, c'est plus dense, il y a plus de plans, plus de moments, donc ça coûte beaucoup plus cher. C'est des séquences qui, clairement, sur le film, font franchir d'un degré l'animation du film. C'est comme les séquences du meurtre de film, pas toutes, mais la séquence dont je vous parlais avant, le fameux meurtre à coups de tournevis, qui est particulièrement violent, et particulièrement soigné en termes d'animation. Ça, c'est aussi le talent de ce petit con de Satoshi. Il y a vraiment, à un moment donné, une qualité dans ce qui doit être poussé plus haut, dans ce qui doit aller plus loin en termes de qualité, et justement sur les thématiques du film, les fameuses scènes où Mima franchit le cap, déchire grosso modo la chrysalide de l'idole pour devenir une femme, elle est obligée de le faire au travers littéralement d'un déchirement. Dans la mise en scène et dans ce qui se produit, c'est-à-dire en simulant une scène de viol et donc en posant nu. Alors je vais parler des deux, vous allez comprendre où je vais en venir quand je parle de hentai. Ce qui est terrible, c'est que c'est des scènes qui sont très malaisantes. Pourtant, des scènes de viol dans des films, on en a vu tous, voilà, ça peut être malaisant ou pas, ça peut être parfois insupportable, parfois, bon voilà, c'est une scène de viol, bref. Parfois c'est assez inodore. Et là, en l'occurrence, c'est choquant, mais c'est pas seulement choquant parce que c'est un viol, c'est choquant parce que le film arrive très fortement à cet endroit-là à nous amener dans l'ambiguïté de ce qui se passe dans les émotions de cette ancienne idole qui veut devenir autre chose. C'est-à-dire que si elle veut quitter son rôle d'idole, elle est obligée de jouer une scène qui au final ne lui plaît pas, elle est obligée de le jouer, mais elle est obligée de le faire avec conviction, elle est obligée de faire semblant que ça ne lui pose pas problème, et elle est obligée de faire en sorte que cette scène soit réussie. Et il se trouve que la mise en scène s'affole à ce moment-là, fait exprès et particulièrement juste sur ce qu'elle montre. Il y a des effets qui sont juste brillants, sans en rajouter, sans rendre la chose perverse et rendre la scène, entre guillemets, faire de la scène littéralement du hentai. On a vraiment les effets qui manquent. Vous savez, c'est le fameux, elle est sur le dos, il y a le mec sur lui, elle est tenue. Et on a des plans notamment sur les mains, un léger mouvement du coude qui essaye de se libérer des mains, les épaules qui ont le fameux léger tressautement de la secousse de la pénétration, le fait qu'elle regarde vers le mec quand il enlève son pantalon et tout ça. Donc c'est des éléments très subtils, mais c'est à ce moment-là l'animation du film est nickel pour rendre tout le malaise de la situation. C'est-à-dire que c'est une scène de film dans le film, c'est clairement pas un viol,
mais ça nous fout mal à l'aise comme si que ça en était un, parce que justement à ce moment-là, la mise en scène est impeccable et ne nous laisse pas d'échappatoire. Sans compter que le film a un troisième regard, c'est celui des, des deux impresarios de Mima, Monsieur Tadokoro et Rumi. Monsieur Tadokoro était pour qu'elle fasse cette scène, mais une fois que la scène est vraiment lancée et qu'ils sont en train de la tourner, il est extrêmement mal à l'aise. Et Rumi est littéralement en larmes parce qu'elle a apprécié sa carrière d'idole et donc elle est choquée qu'elle en arrive là. Elle savait que ce serait particulièrement graphique. Et plus tard, très vite après, on comprend que pour Mima aussi, c'est particulièrement traumatisant, notamment en finissant la séquence. Ce qui est assez génial, c'est que la séquence finit dans un plan subjectif de Mima qui regarde les lumières au plafond, et les lumières dansent autour d'elle, et on la voit, on panote de manière ivre, avec la caméra qui est débulée sur les visages, sur les lumières. On sent clairement que elle ne joue plus le malaise d'être dans une situation comme celle-là, dans une situation de viol psychologique très très forte. Elle est vraiment en malaise. Ça, c'est une séquence qui est juste brillante parce qu'elle traite tous les thèmes du film et qu'elle montre un dernier point qui est extrêmement fort dans le rapport au hentai dans le monde entier, parce que tout le monde qui a déjà regardé de la pornographie a déjà vu des images de hentai passer. Le fait est que c'est entre guillemets, on met la pornographie en dessin animé est tout aussi violente qu'en live. Il n'y a pas de frontières, il n'y a jamais eu psychologiquement de frontières chez le spectateur. Et là, le film, à cet endroit-là, Perfect Blue est une preuve de ça. C'est une scène de viol de film d'animation et elle est extrêmement choquante, dérangeante, malaisante. Parce qu'elle arrive à créer cette ambiguïté entre véritable viol, viol de fiction, film, jeu d'actrice et viol psychologique de l'actrice. Et je vais rajouter encore un élément que je trouve particulièrement juste dans la séquence et qui parle encore très bien de ce thème, c'est le fait que la séquence est mal préparée. Et c'est montré de manière très subtile. Par exemple, on a le moment où ils commencent donc cette fameuse scène de viol, et t'as le metteur en scène qui dit « Stop, coupez, on va essayer d'être un peu plus énergique, là on n'arrive pas à y croire, ok d'accord, machin, c'est difficile, hein. Oui je comprends, mais bon, faut que ça bouge un peu plus. » Et là on voit, reprenez tous la pause, les acteurs reprennent la pause, et l'acteur qui est sur Mima lui dit « Écoute, je suis un peu gêné, hein. » Et elle lui dit « Non, non, t'inquiète pas, c'est normal. » Alors déjà de 1, que l'acteur lui dise qu'il est gêné à ce moment-là, bah c'est pas bien. Dans une scène qui peut provoquer comme ça un tel impact psychologique sur l'acteur, l'actrice, sur les acteurs impliqués, ça se prépare avant. On se pose, on en discute, on dit comment on va le faire, comment on sent les choses, qu'est-ce que l'actrice, l'acteur sont prêts à accepter à faire, comment ils veulent le faire, comment c'est supposé se passer. On n'improvise pas au moment où ça se tourne. On simule un viol, là. Donc c'est très subtil et c'est là où j'aime beaucoup l'écriture des scénarios chez Satoshi Kon, parce que il y a juste ce qu'il faut de texte et de dialogue pour vous informer et vous désinformer à la fois. Quand il lui dit, d'un côté on l'entend lui dire ouais ça me gêne aussi machin, et elle dit non tout va bien. D'un côté on pourrait entendre qu'il est prévenant et que elle du coup elle lui dit non ça va, écoute on est des acteurs, tout se passe bien. Mais le sous-texte et la mise en scène ne laissent aucun doute sur le fait que c'est pas bien et de mettre en scène comme ça, et de laisser les acteurs dans ce doute-là, et la violence psychologique que ressent Mima est l'équivalent d'un viol, au final, à cause de toutes ces approximations-là. C'est brillant, c'est vraiment brillantissime. Et l'autre thème, quand je disais que le thème de hentai est encore présent, c'est dans la fameuse séance de photos qui laisse petit à petit dans le film se dévoiler donc la féminité de Mima, et le film va progressivement vers la nudité de Mima et la montre de manière souvent avec des effets de flash. Les plans sont très courts mais on voit absolument tout, et il s'agit vraiment pour le spectateur de le choquer, dans le sens où non, il est clair à ce moment-là du film qu'on n'est pas du tout dans un film hentai, il est clair qu'on n'est pas face à de la pornographie, il est clair que le film est très déstabilisant psychologiquement à ce moment-là puisqu'il fonctionne, et en plus on nous rajoute ça comme des sortes de... C'est presque comme si le film nous mettait ces photos, nous les mettait dans la gueule, en mode t'as vu, c'est grave, c'est ni beau, c'est ni stylé, c'est violent ce qu'on est en train de faire à cette jeune femme. Et c'est... Il y a un sous-texte dans le fait que ce soit évidemment un film japonais, un film d'animation japonais, qui est un long métrage qui est allé au cinéma. Tout ce sous-texte sur la violence du hentai et sur le fait que le développement de la pornographie au Japon live a toujours été un problème, il y a toujours eu une certaine forme de pudibonderie. Ouais, je sais, c'est incroyable de se dire dans un pays où grosso modo de la pédophilie, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu ça le Japon. Et en même temps, il y a une sorte de pudibonderie qui fait que la pornographie est très très mal vue. Par contre,
laisser les gamins aller dans des magasins où il y a des hentai à portée de main à tous les niveaux, pas de souci. Hein, là, c'est open bar. Vois comme c'est beau, les enfants vivent comme des oiseaux. Donc ce discours indirect sur le hentai dans un film d'animation qui est clairement pas hentai, qui est clairement pas pornographique et qui a un regard adulte et assez sombre sur la question, bah, j'imagine qu'au Japon ça a dû faire parler. Après, c'est dommage, j'ai pas pu trouver d'infos là-dessus sur comment Perfect Blue a été reçu au Japon. Je sais que le film a plutôt bien marché, mais comme tous les films de l'avant-garde japonaise, ils ont surtout eu du succès parce qu'en Europe et dans le reste du monde, il y a eu un vrai engouement, hein, que ce soit Akira, Gunmu, ou alors, comment il s'appelle encore, Pat Labor ou autre, ou Avalon. C'est des films qui ont d'abord eu des prix en Occident, ce qui fait qu'ils ont eu un retour ensuite, une fois qu'ils avaient eu déjà une première exploitation au Japon, ils ont gagné une sorte de noblesse à l'international qui fait qu'ils ont marché ensuite. Et ça a été le cas de Perfect Blue. J'aimerais bien savoir un peu plus comment ça a été reçu. Si vous le savez, n'hésitez pas à commenter, à me le dire, hein, sur les différents réseaux sociaux, ça m'intéresse énormément, parce que j'ai pas réussi à trouver d'infos là-dessus, malheureusement. Tout ça pour dire, c'est un film qui a quand même un propos assez acerbe sur cette culture de l'image du Japon. Mais du coup, et oui, vous avez vu ça comme c'est malin, parce que mon thème suivant c'est la culture de l'image. Hop là, pirouette, balèze, hein. C'est beau, la vie. La culture de l'image. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah en fait, Perfect Blue, il y a donc cette fameuse thématique du miroir qui est constante dans le film, qui arrive très très vite. Le film, le grosso modo, il n'y a que la première séquence du film, la séquence pré-générique, qui, avant le titre, hein, je m'entends pas pré-générique, avant le titre, qui laisse un peu d'espace à ça. On a le film vend la mèche tout de suite, puisque les premiers plans du film, c'est une sorte de spectacle en costume de Super Sentai, en disant clairement que l'univers des idoles, c'est un univers de gosses, hein, un univers à la limite de jeunes adolescents. Et c'est là-dedans que Mima évolue. Et à partir du moment où le titre Perfect Blue arrive, le film va aller tout doucement vers le passage à l'âge adulte, et dans toute sa noirceur, sa violence, et ses ambiguïtés, la perte d'identité qu'on peut avoir aussi quand on y est confronté. Et donc le thème du miroir va arriver très très vite, avec notamment un premier thème de miroir qui est celui préféré de Satoshi Kon, hein, qui le fait régulièrement dans ses films, c'est-à-dire la réponse d'une séquence à l'autre. On voit Mima donc vivre sa vie de jeune japonaise inconnue, que personne ne connaît, donc on la voit aller faire des courses, on la voit notamment je sais pas, aller faire des courses, rentrer chez elle, prendre le métro et ainsi de suite, et on croise littéralement ses attitudes, donc le fait qu'elle tourne la tête un moment, avec le fait qu'elle est chantée sur scène. Et on voit plusieurs moments, on la voit plusieurs moments mimer un geste qu'on retrouve sur scène et ainsi de suite. Et les deux séquences se répondent, sachant que la séquence du concert, c'est le concert où elle annonce qu'elle quitte son groupe pour devenir actrice. Donc on a vraiment ce premier miroir qui est un vrai miroir de cinéma, c'est-à-dire littéralement un champ contre champ ou carrément une continuité de séquences où Mima est à deux endroits en même temps et commence déjà la scission, littéralement le film entame la scission psychologique qu'elle va avoir après, durant le reste du film. Et donc ce thème du miroir, je pourrais l'aborder plus en termes de mise en scène, je vais en parler aussi un peu dans la partie scénario après, mais en termes non, je vais l'aborder, excusez-moi, en termes de mise en scène, on va un petit peu se concentrer et aller droit au but pour que ça fonctionne un petit peu mieux dans un... Plus vite, bande de trous du cul. Le thème du miroir, donc, c'est ça va fonctionner en termes de mise en scène, donc avec ses réponses de plan à plan, qui sont littéralement les uns derrière les autres dans des mêmes mouvements, dans des mêmes attitudes du personnage. Ensuite, on va voir bien sûr des effets de reflet. Le reflet va être extrêmement présent du film. Le reflet dans le miroir, le reflet dans le rétroviseur, le reflet dans la porte-fenêtre de Mima. Qu'est-ce qu'on a encore comme... Enfin voilà, on va voir systématiquement ce thème du miroir qui va revenir, du reflet qui est toi mais qui n'est pas toi, avec les fameux effets de on voit quelque chose passe devant et on voit autre chose derrière. Donc voilà, ce travail-là, le travail sur le dédoublement va être constamment présent aussi. Le miroir, ça va être aussi une autre Mima, celle du site internet, celle des réseaux sociaux, qui n'est donc pas la Mima du film. En tout cas elle ne se souvient pas ou elle n'estime que ce n'est pas elle dans le film. Je vous laisse découvrir comment, je ne veux pas vous spoiler plus que ça. Mais tout ça pour dire, ce thème va être omniprésent
Et c'est un thème classique du thriller de cinéma, très intéressant, sur le fameux coup des plusieurs identités, vous savez, c'est vraiment un cliché de thriller. Il y a d'excellents films sur le thème, hein. Je vous conseille notamment le très bon Identity de James Mangold, qui est très sympathique, qui est un beau petit thriller de meurtre dans un motel avec 7 personnages. Je vous conseille de le voir, c'est pas mal du tout. Vraiment, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais j'ai trouvé que c'était un bon petit thriller bien honnête. Bref, et tout ça pour dire, c'est un thème extrêmement récurrent au cinéma, donc vous allez me dire, en quoi Perfect Blue, au-delà du fait de l'avoir bien transposé dans d'un film d'animation, a réussi quelque chose de mieux? Eh bien... Ouais, allez, un petit peu de suspense, tranquille. Vous savez très bien que j'aime que vous m'écoutiez longtemps, alors je vous fais patienter. Et je vais peut-être le faire en vous racontant notamment une histoire de Toto. Allez, intermède Toto, parce que c'est vraiment j'avais dit que je dis plus incroyable, donc c'est dommage, on n'a pas une bonne blague de Toto qui débarque. Alors, qu'est-ce que j'ai comme blague de Toto pour vous, mes chers amis? La maman de Toto, ça s'appelle. Alors, attends, alors là, ça va donner. C'est Toto et un copain à lui qui discutent de la valeur intrinsèque de leurs parents respectifs. Le copain dit: ouais, eh ben ma maman, elle est meilleure que ta maman. Toto réfléchit 2 secondes et répond: ouais, je pense que t'as raison. Mon père dit la même chose que toi. Oh putain, elle est cérébrale, celle-là. Elle est pas mal. Waouh. Je viens de me faire retourner la tête par une blague de Toto. C'est triste ou c'est normal, docteur? Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Le thème du miroir, donc, va franchir un cap dans le film, puisque... Et oui, au travers de ce thème d'idol, au travers de ce personnage de Mima qui vit donc cette transition d'adolescente à femme, de la violence que l'on fait aux jeunes femmes, aux femmes dans la culture japonaise aussi bien, et surtout dans l'image, le film en parle très très bien, il y a aussi ce thème plus général de notre addiction à notre image sociale. Le film est extrêmement fort là-dessus, extrêmement fort. Et là, en 2020... à l'aube, non, qu'est-ce que je veux dire, au début de l'âge adulte des réseaux sociaux, où tout le monde est sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, quasi sans exception, où ça devient une posture sociale et politique de ne pas être sur le moindre réseau social, et que c'est, mine de rien, très compliqué de construire quoi que ce soit sans être sur un réseau social, donc où l'image sociale est devenue un phénomène physique clairement interprété. Perfect Blue est brillant. Perfect Blue est brillant parce qu'au final... Mima fait beaucoup de choses pour garder son statut social. Elle quitte les chams, et il y a plusieurs indices du film qui montrent bien qu'à un moment donné, Mima ne se pardonnerait pas de redevenir anonyme. Quand elle est dans le métro au début du film, on la voit clairement en train de penser à quoi? À sa carrière de chanteuse, au moment où elle chante devant le public. Et d'ailleurs, le dernier plan avant le titre, c'est elle qui bondit sur ses pieds et qui fonce vers la lumière de la scène. Il y a clairement chez Mima un désir de célébrité et un désir d'être dans la lumière. Mima ne parle pas une seule fois du film, de l'importance artistique de ce qu'elle fait ou du message de ce qu'elle fait. Ce qui l'intéresse, c'est de faire carrière. Et ça a l'air anodin, ça l'est pas du tout. Vous vous trompez, chers amis. Ah! Il y a dans Perfect Blue... Non, je pourrais le faire... Comment ça s'appelait encore ces histoires-là? Il y a dans Perfect Blue une histoire incroyable. Je sais plus comment ça s'appelait ce truc. C'était dans le Cocorico Cowboy. Oh mon dieu, une émission terrifiante des années 80. Écoutez, allez sur YouTube, tapez Cocorico Cowboy. Allez-y, tapez ça. Vous allez voir ce que c'était. Vous allez voir ce qui passait à heure de grande écoute le dimanche après-midi quand j'avais 6 ans. Quand j'avais 6 ans, je pouvais voir ce genre de truc à la télé. Allez voir ça, vous allez halluciner. C'est un truc de gueudin de se dire que ça passait à la télé. C'est simplement le temps qui passe, c'était il y a 30 ans, mais je suis toujours halluciné de me dire que ça choquait entre guillemets personne et que la télé laissait passer ça tranquille. Mais bon, les années 80, c'était la fête au slip en termes de liberté. Donc bref, imaginons. Mais tout ça pour dire, l'importance de l'image pour Mima est omniprésente. C'est pour ça que très très vite, le fait que quelqu'un prenne son identité pour savoir des choses intimes d'elle, et non pas pour... Ce qui la dérange finalement, c'est pas tant qu'il y ait quelqu'un qui se prenne pour elle, que quelqu'un qui prend sa place, qui lui prend la célébrité qui lui appartient. Et c'est le moment du film où elle met en danger cette célébrité pour en avoir encore plus. C'est-à-dire elle veut... et en plus, le film lui renvoie systématiquement des claques sur le fait qu'elle a pris trop de risques. Très très vite, le groupe qu'elle a quitté
a plus de succès qu'elles n'en ont jamais eu avec elle, donc forcément ça la remet en doute sur sa propre valeur, mais au-delà de ça, ça la rend indirectement jalouse, même si c'est très subtil et que le film le montre très très peu. Encore une fois, c'est très très bien mis en scène par un moment de geste à geste où on voit Mima apprend que ses deux ex-copines ont plus de succès maintenant sans elle, et elle se souvient de la réunion, de la petite fête qu'elles avaient fait quand elles commençaient à devenir des stars, et on la voit clairement sortie de ça, sous-entendu, à ce moment-là, elle regrette de ne pas être dans le succès. Ça n'a rien d'artistique, clairement, ce que Mima cherche. C'est pas mal en soi. Vous êtes en train de me dire, oh là là, il est en train de faire son artiste, là, oh là 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 là, vouloir se la péter, le sens, c'est profond, les choses, vous savez, la profondeur, on va arrêter d'être médiocre à la surface des choses. Oui, il y a un petit côté comme ça je peux pas nier. Mais en attendant, on a aussi un vrai discours sur le fond sur la fuite en aval, la vacuité de chercher à être essentiellement dans l'image. Et c'est con, ça revient constamment dans le film. Elle va jusqu'à simuler une scène de viol elle va se faire violer littéralement, psychologiquement. Si c'est pas physiquement, c'est psychologiquement, donc je sais pas si c'est mieux ou pire, mais en tout cas c'est très très grave. C'est autre chose tout simplement, je vais arrêter de dire des conneries aussi grosses que moi, et de me faire tomber dessus par les social justice warriors, qui auraient bien raison d'ailleurs. D'ailleurs ils sont où les social justice warriors quand on en a besoin et qu'un mec qui parle de trop raconte n'importe quoi? Sérieusement, hein? Vous êtes où? Vous êtes pas encore abonné? Ça vous êtes dur, hein? Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est terrible ce qui vous est arrivé! De quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé! Espèce de connard. Mais cette force et cette omniprésence du besoin de Mima d'avoir de l'image, elle va très très loin simplement elle va de plus en plus loin pour continuer à l'avoir. Et c'est clair qu'on sent vraiment que l'industrie la récompense d'avoir fait une scène de viol, la récompense de s'être montrée à poil, et on a des plans encore très subtils, on va la voir faire des interviews où elle est clairement dans des poses, non pas forcément des poses, si des poses un peu sexy, les jambes croisées, un vêtement beaucoup plus échancré, où elle arrête pas de dire oui maintenant je suis en train de devenir une actrice, machin, c'est derrière moi, je suis une femme et tout, vous voyez ce que je veux dire? Donc elle va vraiment le plus loin possible. Le film caricature pas ça et ne la juge pas, mais il dit clairement elle fait ça et elle veut faire ça. Du coup, tous les plans du film où elle est clairement dans une scission, c'est clairement une scission parce que c'est un vol de son intimité, de sa propre vie, et il y a tout le phénomène thriller, film de meurtre et ainsi de suite qui nous fait quelque part oublier que le thème profond du film c'est ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que au final la Mima qu'elle combat et la Mima qui lui vole sa vie et qui essaie de la faire et régresser en même temps qu'il veut lui voler son succès, au final, ce qu'elle veut surtout récupérer, c'est son succès. Le fait qu'elle soit Mima, c'est un peu hypocrite. Et le dernier plan du film, comme par hasard, c'est Mima qui se regarde dans un rétroviseur. On la voit pas de face. Le spectateur pourrait la voir de face, et Mima dirait « je suis sûr d'être moi ». C'est pas ce qui se passe. Elle se voit dans un rétroviseur. Elle remaîtrise quelque part son image. Mais c'est son image, c'est pas elle. Vous voyez la nuance? Pour Mima, son image et elle, c'est la même personne. Et du coup, je vais passer au scénario. Et ouais, suspense, c'est vrai, c'est toujours comme ça. C'est cool quand même hein, d'avoir des petites phases de suspense où on peut laisser le temps aller et faire monter la sauce comme ça. Et vous êtes là en train de dire, oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Ça va être brillant. J'ai envie d'être illuminé encore une fois. Mais vous inquiétez pas, j'arrive. Une chose après l'autre. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Oui, aujourd'hui j'ai pas mal déliré, donc on est pas mal passé dans le scénario quand même déjà. Mais j'aimerais insister sur le fait que vous allez voir en voyant le film, si vous ne l'avez pas vu, et pour ceux qui l'ont vu, il n'y a pas de souci, mais que le développement du scénario de Perfect Blue tourne vraiment autour de l'addiction de Mima à la célébrité. Et il y a notamment un passage qui ne laisse aucun doute, où on voit les deux collègues, les deux anciennes amies de Mima, dans le groupe de Idol qui se moquent d'elle de manière assez sombre. Le film n'insiste pas sur cette mise en scène, mais où elles disent clairement, ouais, elle a l'habitude maintenant de poser tout nu et de faire des scènes comme ça, donc c'est pas un souci. Elle va faire des photos nues avec un photographe, ouais, mais de toute façon, elle a fait une scène de viol, c'est bon. Et ça, même si elles ont l'air violentes à cet endroit-là avec elle, et c'est le cas, hein, on sent aussi qu'elle avait peut-être une position dans le groupe, peut-être que Mima était la plus ambitieuse aussi, hein, clairement, c'est sous-entendu, mais je pense que c'est assez clair. Et elle n'était pas la leaduse du groupe, mais quand même un des personnages, visiblement celle qu'on remarquait le plus. C'est ma sensation en tout cas, le film reste assez
cryptique là-dessus, parce qu'après l'autre groupe aussi fonctionne très bien, donc je pense que ça aurait été peut-être un petit peu gros si ils avaient fait partir la star grosso modo du groupe, puis qu'ensuite on les aurait vus dans le reste du film avoir encore plus de succès sans elle, ça aurait peut-être été bon, peut-être pas très crédible, pas très vraisemblable. Voilà, je me suis corrigé moi-même, vous n'avez pas été foutu avant la fin du podcast de trouver qu'on disait pas croyable ou crédible, mais vraisemblable. Je peux pas compter sur vous, c'est fou. Si, restez, calmez-vous. Je compte sur vous énormément. Du coup, c'est un peu comment dire, ce moment-là, on comprend que Mima a été un peu quelque part prétentieuse, oui, c'est vrai, mais simplement elle veut avancer ou continuer dans le show business. Et finalement, le regard de ces deux ex-collaboratrices, c'est pas tant le regard de la société japonaise sur les idoles qui essaient de faire autre chose et qui les enferment dans ce genre de chemin de croix horrible que le regard de ces deux jeunes filles-là. C'est la société japonaise qui a ce regard-là et qui est extrêmement violent, comme je l'expliquais avant. Donc bref, je vais pas aller très très loin sur le scénario, peut-être simplement pour pointer encore peut-être un des clichés, un des limites du film, c'est que l'assassin est vendu dès le début du film et donc on n'a pas vraiment de doute sur qui c'est. Même si le film réserve ses twists, je pense que ça reste très transparent. Mais je pense vraiment aussi que c'est pas là-dessus que, sur la révélation de qui fait quoi, que Perfect Blue trouve son importance, et surtout sur sa capacité à nous faire partager la paranoïa, la perte, comment dire, la violence que Mima se fait aussi à elle-même en étant obnubilée par son image de star. Et c'est peut-être ça que j'apprécie le plus dans le scénario. Après, c'est vrai que j'ai quand même pas mal parlé du film, et j'ai plus trop de choses à dire sur le scénario en soi, à part peut-être que le film dure 1h20, et que c'est assez incroyable l'intensité que le film arrive à faire monter en un laps de temps très court par rapport à la norme des films déjà de l'époque, qui était plutôt d'1h30, 1h35, et par rapport à notre norme de film actuel qui passe en général assez tranquillement les 2 heures, 2 heures et quart. C'est brillant. Et Satoshi Kon est un réalisateur qui manque au cinéma. Oui, quand il est mort en 2010, je citais l'extraordinaire Les Pirates des Caraïbes 3 et le fameux Le monde est toujours le même, il est simplement moins attrayant. Et je le pense toujours aujourd'hui. Eh oui, je sais, je suis une petite flippette, une petite sensible, comme on dit. Bon Dieu, vous êtes qu'un ramassis de lopettes ici. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Ouais, c'était cette capacité-là à faire des histoires très intenses dans un laps de temps très court, très dense et très bien raconté. Je pense que ça manque au cinéma, mine de rien. Moi, à la limite, je m'en fous quand je vais au cinéma que le film dure 2 heures ou 1h15. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit intense. Et Satoshi Kon est un prototype de ça. Millennium Actress dure 1h15, au générique compris, si je dis pas de bêtises. Voilà, je crois que Paprika dure 1h30. Il déroge un peu à la règle. Et peut-être même qu'il est un peu trop long. Mais il faudra que je revienne sur Paprika un autre jour. N'allez pas voir ma vidéo dessus, elle est pas assez bien. Si, regardez-la quand même et dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que j'étais pas allé assez loin. J'étais pas encore à maturité. C'était pas encore un mec qui parle trop. C'était encore un peu trop je sais pas, est-ce que j'ai envie de vous parler? Est-ce que j'ai le droit? Vous êtes sûr? Vous me laissez parler? J'ai le temps? Ou bien Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un petit peu dans le doute, alors que maintenant je me pose. Je parle. Et puis c'est tout. Et vous êtes content. Je vous jouis littéralement dans la sphère oculaire. Sphère oculaire? Dans les oreilles, non? Mais qui êtes-vous, en fait? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Et cette durée très courte est encore à mettre au crédit de Perfect Blue, qui est très efficace et qui monte très fortement en intensité, dans un laps de temps très ramassé. Putain, quel con c'est Satoshi, pourquoi il est mort? Oui, je sais que j'avais dit que je ferais plus de vanne de merde. Bon, allez, hop, puisque j'ai fait une vanne de merde, intermède Toto. Allez, tant pis pour moi. Allez, encore une blague de Toto. La BA de Toto. Toto rentre de l'école. « Papa, aujourd'hui j'ai fait une super bonne action. »« Ah bon? Et laquelle ?»« Un élève avait mis une punaise sur la chaise du maître et, quand il a voulu s'asseoir, j'ai enlevé la chaise. » Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Pour conclure, ce good pause tranquille, ce très bon moment qu'on a passé les uns avec les autres, et je ne vous en remercierai jamais assez d'écouter, vous connaissez la sainte règle, likez, partagez, faites la totale. The Perfect Blue est un extraordinaire film d'animation, vraiment, vraiment exceptionnel.
avec une maîtrise de du style d'animation et du moment où l'animation doit être plus détaillée, plus précise et moins. C'est un exceptionnel film, un exceptionnel thriller très efficace qui se permet d'être un thriller psychologique de qualité, un film policier de qualité et en même temps un extraordinaire film critique sur notre société de l'image actuelle encore. Un film très intéressant sur le phénomène des idoles au Japon et un film aussi très intéressant sur le rapport à l'image pornographique et le rapport à l'image de la femme. Bref, si vous n'avez pas vu Perfect Blue, vous n'avez plus d'excuses. Je vous ai donné, je vous ai teasé pendant 1 heure, je pense, ou un peu moins, un peu plus, l'envie d'y aller. N'hésitez pas. N'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Si j'ai oublié des trucs, parce que j'en oublie. J'aimerais vous parler pendant 5 heures, mais vous voyez, c'est pas la vie, c'est pas comme ça. J'ai un job d'apprendre. J'ai des responsabilités, je peux pas parler sans arrêt. Je le ferais si je pouvais. Je le ferais, je te jure, je le ferais. Mais je peux pas. Bref, tout ça pour dire merci beaucoup encore une fois de votre écoute. Il y a eu des nouveaux abonnés, des nouveaux commentaires. Alors... je l'avais dit que je le ferais, je trouve ça très sympa, alors on va le faire. C'était pas vraiment une question que j'ai eue dernièrement. Alors, j'ai une de mes vidéos YouTube sur le film Le Pacte des Loups, qui est ma vidéo la plus vue. Oui, vous avez remarqué que j'ai pas des millions d'abonnés, je l'assume tout de même. Même si je suis très honoré que vous soyez mes abonnés, ça veut pas dire que je m'imagine des choses, je ne suis pas en train de fabuler. Tout ça pour dire, sur ma fameuse vidéo du Pacte des Loups, j'ai eu un commentaire de Antoine G. Willis. Salut mon gars, merci d'avoir regardé la vidéo pour ton commentaire, qui m'a fait un commentaire, j'ai pas forcément tout compris, mais qui voulait souligner la part d'animisme dans le Pacte des Loups. Oui, j'avais dit pour ceux qui ont raté que je répondrais à une question ou à un commentaire que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux à la fin du podcast, et je continue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc Antoine G. Willis, merci pour ton commentaire. Tu évoquais le fait qu'il y a dans le Pacte des Loups une importance de l'animisme et le fait qu'il y a un trouble entre la réalité et le songe dans le Pacte des Loups. Effectivement, c'est vrai, je vous renvoie à ma vidéo, je ne veux pas spoiler trop pour ceux qui n'ont pas vu le Pacte des Loups, mais il y a tout un travail notamment sur le personnage de Mani, qui est un Indien qui revient avec le personnage du chevalier de Fronsac, qui est le héros du film, qui va donc enquêter sur la bête du Gévaudan. Regardez le Pacte des Loups, c'est vraiment simple, c'est très 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 sympa comme film, très bien sur plein de points. Et j'ai fait une critique en vidéo si vous voulez voir un petit peu mon avis dessus. Tout ça pour dire, oui, le personnage de Mani a clairement, c'est l'Indien qui arrive à rentrer en contact avec les esprits, mais c'est pas fantastique, hein, c'est vraiment genre, c'est simplement sa culture, et on voit notamment qu'il a un rapport avec les loups, avec les chiens, qui est différent. Et on a tout un travail notamment sur l'ours aussi, visuellement qui est assez beau, le rapport entre lui et la bête du Gévaudan aussi est quelque part un peu particulier. Vous allez voir notamment à un moment donné où il y a toute une chasse au loup qui est organisée pour soi-disant attraper la bête, et c'est plutôt beau, et donc le personnage de Mani est aussi travaillé physiquement comme un animal, comme un être d'instinct, là où les personnages occidentaux, français, ont l'air tous enfermés dans leur vie sociale et sont complètement, entre guillemets, malades de la vie sociale humaine, quasiment en totalité, hein. Même les personnages principaux, même Fronsac a des soucis qui sont vraiment liés aux codes sociaux de son époque. Bref, oui, effectivement, Antoine G. Willis, merci pour la remarque, il y a toute une partie animiste qui est assez passionnante et qui est montrée avec beaucoup de poésie. Je pense que malheureusement le film est un peu trop... va un peu trop dans tous les sens pour que cette partie-là du film soit, je pense, réellement aboutie. Alors je sais pas, ce que je dis est un peu abstrait, mais je veux pas spoiler, mais grosso modo, je trouve pas que le personnage de Mani soit... il est abouti, mais ce que le film en fait après me paraît pas très intéressant, ça devient un peu une sorte de j'aime pas spécialement ce que Fronsac devient après, et ce qu'il en fait. Donc c'est... je suis pas fan de ça, mais... je suis d'accord avec toi en termes, ça donne lieu à de très belles images, à des images très poétiques, et je comprends que ça t'ait marqué et que c'est pu marquer plusieurs spectateurs. Moi ça m'avait moins marqué, du coup j'en ai pas parlé dans la critique, mais tu as raison, c'est présent dans le film et c'est très intéressant. Et merci d'ailleurs pour la petite citation de Paulo Coelho, très intéressant. Merci à toi. Bref les amis, si vous avez des questions, des commentaires ou autres, faites-les sur les réseaux sociaux, je continuerai à répondre comme ça dans les podcasts, je trouve ça sympathique, ça fait un petit peu des thématiques, ça fait un petit peu, entre guillemets, ça rythme un peu tout ce bordel. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de The Good Post, et d'ici là, chillez, restez cool, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Tirez-vous les foutus! Auditeur et poditrice, quand tu m'écoutes comme ça, poditeur et poditrice comme ça. Voilà, j'ai fait ma BA, maintenant c'est à vous de vous abonner, hein. C'est bon, j'ai assez donné. Arrêtez d'abuser. Je sais que chaque semaine vous attendez ce moment avec impatience.
Voilà, on a touché le fond. En même temps, c'était un thème du film, hein, les boys bands, les girls J-pop. Si vous regardez un petit peu, c'est un petit peu le même genre d'histoire. Des mecs qui se suicident après, qui ne reviennent pas, ou qui restent bloqués là-dedans, qui doivent faire du porno pour s'en sortir. C'est horrible quelque part, vous êtes des gens durs à vous moquer de ça. Hein. Franchement, vous devriez vous poser